Folie douce. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Mike Santoro, un collaborateur à l'émission, qui vient nous parler d'une thématique sur la santé mentale. C'est accepter sa maladie. Il va nous expliquer en quoi ça consiste et comment ça peut aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale à mieux vivre. On aura tout ça dans quelques minutes. On a à l'espresso et à l'espresso allongé le sujet la longévité des Japonais, un sujet que Pierre nous amène. On va apprendre des bonnes choses par rapport à ce sujet-là. On a en deuxième demi Rose Alexis, qui est thérapeute, qui va nous parler de l'approche humaniste. Alors tout ça, l'émission Folie douce dans la prochaine heure. On a bien sûr des chansons. La première de Sébastien Lacombe qui s'intitule Monsieur Taximan. Bienvenue à Folie douce. Taximan, arrête-toi. Mr. Taximan, emmène-moi. Emmène-moi au bout du monde, que je vagabonde sur des terres fécondes, pendant que ton stéréo, ton vieux stéréo, crache en arrière la musique de l'univers. Emmène-moi jusqu'à Saint-Louis, dans le désert de la Mauritanie. Mais n'oublie pas, surtout n'oublie pas, de me ramener chez moi, Mr. Taximan. Arrête-toi, Mr. Taximan. Emmène-moi jusqu'à Dakar, dans son sablier, dans ses marchés. Emmène-moi à Ziguinchor, chez les sorciers au-dessus des marées. Emmène-moi dans ton vieux taco, tu me diras combien il te faut. Mais n'oublie pas, surtout n'oublie pas, de me ramener chez moi, Mr. Taximan. Arrête-toi, Mr. Taximan. Emmène-moi. Ramène-moi où il fait froid, où il fait bon, chez moi à Montréal. Ramène-moi, pour moi c'est vital, que je revienne chez moi, Mr. Taximan, arrête-toi, Mr. Taximan. Emmène-moi juste par là, suis bien la route, je te dirai où on va. Emmène-moi au paradis, là où il fait beau et jamais gris. Reconduis-moi vers la grande aventure, sous soleil de plomb tu files à vive allure. Mais n'oublie pas, surtout n'oublie pas, de me ramener chez moi, Mr. Taximan. Mr. Taximan, Mr. Taximan. Emmène-moi, Mr. Taximan, Mr. Taximan, Mr. Taximan. Emmène-moi.
Écrivez-nous vos messages par courrier électronique. émissionfoliedouce@hotmail.com. Tous à vos claviers. J'accueille maintenant Mike Santoro. Bonjour Mike. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie Douce. Tu es conférencier. En fait, tu as beaucoup de métiers, en fait, mais tu es entre autres conférencier sur la santé mentale, mais tu as une histoire intéressante et on va justement apprendre à mieux te connaître parce que tu vas nous parler quand même de plusieurs sujets. Donc, et celui-ci, cette semaine, qui a accepté sa maladie. Mais j'aimerais ça que tu nous fasses un petit peu, encore une fois, un petit résumé de ton peut-être de tes origines ou de ton intérêt envers la santé mentale. Bon, ben moi, je vis avec un problème de santé mentale. Ça fait une trentaine d'années maintenant. Et puis, ça a commencé quand j'avais 13 ans. Mon père est décédé. L'année après, c'est quand tout ça a commencé. Ouais. Alors, ça fait 30 ans. Et avec les années, tu as appris justement à mieux connaître et tu as fait en sorte que tu fais profiter en fait les gens de tes expériences ou de tes interrogations. Finalement, tu as fouillé sur le sujet pour pouvoir en parler aujourd'hui. J'ai produit un DVD qui s'appelle le 80-20, puis ça, c'est pas quelque chose que j'ai appris dans des livres, c'est des choses que j'ai appris dans les 30 ans de vivre avec la maladie mentale. Alors, il y a comme 21 chapitres là-dedans, puis il y a beaucoup d'informations que j'ai appris pendant ces 30 années-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à vouloir, premièrement, à produire ça, puis pourquoi tu as accepté peut-être de dévoiler au grand jour? Parce que c'est pas tout le monde qui te connaissait, j'imagine, qui connaissait ta situation. Non, mais tout ça a commencé vraiment en 95. J'ai produit avec Daniel Gervais, on a produit ensemble dans le temps avec Projet Arc et un autre organisme. On a produit un DVD qui s'appelait, c'était pas un DVD, c'était un VHS dans le temps, Portrait de l'espoir, puis ça me montrait les ressources qui étaient disponibles dans le temps à Montréal pour quelqu'un qui vivait avec un problème de santé mentale. Okay. Et c'est là que j'ai commencé à parler de mon vécu avec la maladie mentale. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait... ça touchait beaucoup les gens quand je parlais de mon histoire. Puis ça a tout commencé. Le fil en aiguille, ça fait du sens, ça. Ça fait du sens. Puis c'est là que ça a débuté donner des conférences. Oui, vraiment. c'est ça. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Presque 20 ans. C'est intéressant. Je suis sûr que tu t'attendais pas à faire ça quand tu étais plus jeune. Tu t'as jamais pensé à être conférencier. Jamais. Puis aussi, quand j'étais à l'école, mettons, je pouvais même pas parler devant 30 étudiants, devant ces 30 personnes-là dans la classe. Alors, aujourd'hui, je peux parler devant des milliers de personnes. Je suis correct. T'es confiant. Là. Je suis confiant, mais ça a pris du temps. Hein? Oui. Ça a pris des années avant d'arriver où je suis aujourd'hui. Oui. Alors, Mike, aujourd'hui, on parle d'une thématique qui est importante, puis c'est bien qu'on en parle parce que on peut pas passer à côté, c'est accepter sa maladie. C'est beau dans les livres, c'est beau dans des bureaux de chercheurs, accepter sa maladie, mais ça doit pas être facile. Là. Comment on fait pour accepter sa maladie quand on parle de santé mentale? Là? Je peux vous dire, dans mon cas, ça a pris des années avant que j'ai pu accepter la maladie. Alors, au début, pendant plusieurs années, j'acceptais pas le fait que j'avais une maladie mentale. Puis ça, je pense que c'est à cause des préjugés, c'était à cause de l'étiquette. Je savais qu'une fois que je dirais oui, j'ai une maladie mentale, il y aurait une étiquette qui serait étampée sur mon dossier ou sur moi. Alors, ça a pris des années. Puis ça, je trouve que c'est normal. C'est normal que tout le monde passe par là, surtout au début. Et puis, tranquillement, pas vite. Puis là, comme que j'acceptais pas la maladie, j'acceptais pas les soins puis les services qui étaient disponibles autour de moi. Alors ça, c'est... je me souviens, à un moment donné, j'étais à l'hôpital, parce que j'étais hospitalisé peut-être 12, 14 fois, je ne sais pas combien de fois. Et un de ces hospitalisations-là, j'étais à l'hôpital, puis j'ai commencé à penser, peut-être les gens autour de moi ont raison. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi, parce que si c'est vrai que ce que je dis, que tout est correct, pourquoi est-ce que je rentre dans l'hôpital? Ouais. Pourquoi est-ce que ça va pas bien? Pourquoi je fais pas les choses que tout le monde fait à mon âge dans ce temps-là, aller à l'école ou whatever? Ouais. Alors, c'est ça. Puis c'est là que j'ai commencé à... si on peut dire jouer avec l'idée que peut-être j'avais une maladie mentale. Puis une fois que j'ai accepté, c'est là que vraiment les choses ont commencé à aller beaucoup plus vite dans le terme d'avoir des soins. Puis Est-ce que ça se peut que justement on veut pas accepter parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'est pas malade, puis il faut vraiment comme être
confronté. En fait, on veut fuir ça, mais c'est peut-être pour ça que les gens ne veulent pas accepter. C'est pas facile à accepter une maladie mentale, surtout comme dans mon cas, la façon que j'ai été élevé. On regardait des gens qui avec des maladies, comme tout le monde, les gens qui ont une maladie mentale, on comprenait pas ça. Moi, je comprenais pas ça. C'était comme quelqu'un qui était bizarre. Faut se tenir loin d'eux. Faut se tenir loin, puis je comprenais pas la façon que je comprends aujourd'hui. Mm-hmm. Puis donc, si on comprend bien ton raisonnement, puis ça fait du sens, dès qu'on accepte la maladie, ça va mieux parce que là, on accepte qu'on a une maladie, mais qu'on peut la surmonter, finalement. C'est ça aussi. C'est pas juste d'accepter puis d'être défaitiste puis de dire je suis fini, je suis malade. C'est pas dans ce sens-là d'accepter. Ben, la chose que je dis tout le temps, c'est comme un alcoolique qui n'accepte pas qu'il y a un problème d'alcoolisme. Alors, c'est sûr qu'il acceptera pas l'aide qui est disponible autour de lui. Okay. Alors, pour moi, quand j'ai commencé à accepter la maladie, vraiment, j'ai commencé à travailler avec les gens qui étaient autour de moi. Au lieu de les pousser puis de les garder loin de moi. Alors ça l'a vraiment... C'est là que les choses ont vraiment commencé à aller plus vite pour moi en termes de rétablissement. Alors c'était un point... Accepter la maladie, c'était quelque chose qui était très important, mais par contre, dans mon cas, ça l'a pris des années avant que j'arrive à ce point-là. Puis, comme je dis tout le temps, c'est normal. C'est normal de traverser par là parce que faut traverser par là pour aller au-delà de ça, puis d'arriver au point où on l'accepte, puis là, commencer à travailler sur le rétablissement. Ouais. As-tu des trucs pour nous permettre d'avoir un processus pour accepter? Parce que ça ne doit pas se faire du jour au lendemain. Accepter, on se lève pas un matin et on dit « j'accepte ma maladie ouais. ». Quels sont les... Est-ce qu'on doit, par exemple, en parler? Est-ce que tu sais, accepter la maladie, est-ce que ça passe par l'affirmation de soi? T'sais, on parle des fois de sortir du garde-robe là, pour d'autres personnes. Est-ce que faut sortir du garde-robe de la santé mentale? Ben, premièrement, je pense que c'est important pour des gens comme moi qui ont une maladie mentale de rencontrer d'autres gens qui ont des maladies mentales, qui vivent bien avec une maladie mentale. Alors, ça, je trouve que ça, ça aide. Okay? J'ai pas la réponse, j'ai pas la réponse magique parce que c'est la formule magique. Ouais. Parce que si je l'aurais, je serais peut-être millionnaire maintenant. Ouais. Puis je le suis pas. Alors, j'ai pas la réponse. C'est pas mon but. Mais c'est important de... Je trouve que c'est important c'est comme quelqu'un qui a le cancer puis il rencontre quelqu'un qui a vécu avec ça puis qui vit bien aujourd'hui. C'est la même chose avec la maladie mentale. Alors si comme dans mon cas, j'avais rencontré quelqu'un dans le temps qui vivait bien, puis lui il avait des enfants, il avait un emploi, il était marié. Puis ça m'a inspiré que, oui, OK, peut-être j'ai une maladie, mais quand même, je peux vivre bien avec. Ouais. Ça m'a aidé à accepter la maladie. Donc, aussi. un modèle qui est positif, dans le fond, d'avoir quelqu'un qui s'en est sorti, qui s'en sort, mais c'est une lutte quotidienne. Ça veut pas dire que... un peu comme tu disais tout à l'heure, les gens qui ont un problème d'alcoolisme, souvent, ils acceptent et ils savent qu'ils sont des fois à un verre de recommencer à boire, alors que en maladie mentale, je veux dire, des fois, il peut y arriver des problèmes, des rechutes, des choses comme ça. Est-ce qu'en acceptant, on accepte aussi que ça peut arriver, ou est-ce qu'on s'y attend? Est-ce qu'on pense qu'on est immunisé? Moi, je sais que je peux tomber malade n'importe quand. Okay. Par contre, je travaille très fort pour ne pas arriver à ce point-là. Alors, parce que si je suis pas rétabli 100%, je veux dire, je vis bien, je travaille beaucoup sur la prévention, mais si je fais pas ce que je fais pour être bien, puis pour garder que je suis bien, je peux être malade dans une semaine, dans 2 semaines, si j'arrête de faire toutes les choses que je fais pour être bien. Mike, qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont un trou dans le CV, qui ont 2-3 ans inexplicables, en tout cas, qui sont gênés d'aller voir un employeur? Est-ce que ça passe par l'acceptation de la maladie? Comment on deal avec ça pour pouvoir accepter sa maladie, mais accepter sa maladie dans la société, dans la vie professionnelle aussi? Votre question, c'est qu'est-ce que la personne fait avec qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que, tu sais, si elle veut accepter sa maladie, je pense que c'est dans toutes les sphères, là, autant personnel, son entourage, ça, mais sa vie de tous les jours, quelqu'un qui a à travailler, comment elle doit peut-être vendre ça, si on veut, à l'employeur, ou c'est une façon de ça peut-être ça va prendre un autre sujet une autre fois. C'est long. Moi, dans mon cas, j'ai travaillé avec des organismes communautaires qui me référaient à des places pour travailler. Puis avec le temps, j'ai acquis des atouts,
pour être capable de travailler sans eux. Oui. Alors, ça l'a pris des années, puis j'ai commencé à temps partiel, demi-journée par semaine, puis tranquillement, pas vite, augmenter mes qualités de travail, puis tout ça, puis... à un moment donné, ça faisait rien parce que c'était pas important. Parce que si j'avais les capacités de faire le travail, j'avais la confiance, puis je pouvais faire le travail. L'employeur, qu'est-ce qu'il veut, c'est juste que tu sois capable de faire le travail, puis t'es comme tous les autres. Alors que t'as une maladie ou non, ça change rien. Donc peut-être d'avoir les bons arguments, de dire oui, j'ai eu ça, je le reconnais, sauf que j'ai accepté ça, puis je sais que au moins, moi, je suis au courant, puis je sais qu'il y a des dangers, où il y a des... puis je fais attention à moi, je m'organise bien, tout ça. Peut-être c'est une façon de vendre. Là, puis aussi, les gens qui ont une maladie mentale, je trouve que souvent, ils veulent travailler, ils veulent bien travailler, puis c'est des bons travailleurs. Ouais. Alors, faut garder ça en tête, parce que c'est pas des gens qui veulent faire n'importe quoi. On veut faire du bon travail. Ouais. Mais des fois, il faut faire des arrangements au travail pour que ça fonctionne. Puis comme qu'on fait avec des gens qui sont sur des chaises roulantes. Oui, exactement. Mike, au niveau de l'acceptation de la maladie, est-ce que la famille doit aussi accepter? Parce que l'entourage, on parle souvent de l'entourage, qu'on sont un peu délaissés, puis parce que la famille aussi a à vivre avec quelqu'un. Ta famille a dû avoir des moments difficiles aussi. Là, absolument. Donc, puis c'est sûr c'est comme un deuil qu'ils font aussi. Oui, aussi. Parce qu'ils ont des rêves de qu'est-ce que tu vas être dans la vie. Surtout jeune garçon, adolescent. Hein. Oui, c'est sûr. Et donc, la famille doit faire un cheminement là-dessus pour accepter aussi les problématiques. Oui, puis il faut être réaliste aussi. La famille doit être réaliste, comme tout le monde, comme tous les autres enfants aussi qui n'ont pas de maladie mentale. Oui. Faut puis aujourd'hui, je suis père aussi d'un enfant. Oui. Puis il faut que moi aussi, je sois réaliste, puis pas avoir pas penser que ma fille va être je sais pas trop qui. Faut être réaliste avec tout ça. Des fois, des parents, ils mettent trop de pression sur les enfants. C'est ça. Puis c'est effectivement, c'est un bon point. J'aimerais ça, Mike, il reste quelques instants, à peu près une minute ensemble. Je sais que comme on disait tout à l'heure, tu donnes des conférences. Il y a le DVD aussi qui est disponible, que tu as produit, qui est très intéressant, qui a plusieurs sujets, justement, dont accepter la maladie, mais il y a beaucoup d'autres sujets aussi qui aident les gens à mieux vivre avec leur santé mentale. Comment les gens peuvent-ils aller te communiquer? Je pense avec le site web. Oui, histoiredemike.com. C'est ça, tout simplement. Donc, histoire au singulier de Mike.com. Ils peuvent avoir tous les renseignements, communiquer avec toi par téléphone ou même commander le DVD. Commander le DVD, c'est sur le site, puis c'est le projet 8020. Oui, et comme tu t'as déjà parlé dans un autre entretien, il y a aussi des prix pour les organismes. Il y a un organisme qui voudrait... Plus maintenant. Non, maintenant, c'est tout le même prix. D'accord. C'est 20 taxe incluse. Donc, 20 pour avoir le DVD. Oui. Puis, il y a plusieurs chapitres dedans. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais c'est fort intéressant. On va te réinviter parce qu'on va parler de d'autres sujets intéressants, d'autres facettes, en fait, de la santé mentale avec toi. Merci beaucoup. Merci, Mike. À bientôt. Moi j'aime les grassettes, les filles un peu rondelettes. On va se comprendre, êtes-vous prêtes? Pour une vue d'ensemble, d'abord prenons une fille sans nichon. Ensuite on coupe ben carré, ce qu'à l'origine était rond. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une maigrichonne. Ça m'attire pas, moi j'aime ça avec un peu plus de gras. Stop la minceur, la maigreur, j'ai bien peur qu'un jour toutes les filles soient grosses comme des aiguilles. Mon sa balance que je te pèse pour que tu me plaises. Faut que la flèche elle monte pour que le bambou me remonte. De grâce, sois grâce c'était toi. Sois grâce c'était toi. Enrobé d'odus, des beaux visages joufflus. Dans le tendre noir, faut bien croire qu'avec compris l'affaire. Je vous dis les filles, arrêtez de maigrir. C'est un endoctrinement pour vous faire cracher votre argent. Un paquet de cure pour que vous fassiez dur. Toutes des recettes qui vont faire que vous soyez laides. Stop la minceur, la maigreur, j'ai bien peur qu'un jour toutes les filles soient grosses comme des aiguilles. Monte sa balance que je te pèse pour que tu me plaises. Faut que la flèche elle monte pour que le bambou me remonte. Reste bien potelé, m'a t'aimer, t'adorer, m'a t'embrasser les pieds à longueur de journée. Stop la minceur, la maigreur, j'ai bien peur que les filles du monde
c'était toi. Je m'excuse pour les minces, mais je sens rien quand je vous pince. Soyez ronds un peu, le monde entier va rouler bien mieux. Stop la minceur, la maigreur, j'ai bien peur qu'un jour toutes les filles soient grosses comme des aiguilles. Mon ça balance que je te pèse pour que tu me plaises. Faut que la flèche elle monte pour que le bambou me remonte. Reste bien potelé, m'a t'aimer, t'adorer, m'a t'embrasser les pieds à longueur de journée. Stop la minceur, la maigreur, j'ai bien peur que les filles du monde entier viennent des planches à laver. De grâce, sois grâce, c'était toi. Sois grâce, c'était toi. Sois grâce, c'était toi. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604. Nous voici rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour, bonjour. Alors, tu nous parles d'un sujet aujourd'hui, la longévité des Japonais. Pourquoi? Tu veux nous rendre envieux des gens d'une culture qui vivent plus longtemps que nous? Oui, mais en fait, ce sont les Japonais qui vivent le plus longtemps. Et je vais vous lire quelques passages d'un article que j'ai trouvé sur le site Trek Japon, c'est un site Internet dédié à faire connaître la culture japonaise. On nous dit dans cet article que, oui, c'est la population du Japon qui a la plus longue espérance de vie au monde. L'espérance de vie moyenne des femmes au Japon atteint les 85 ans, tandis que celle des hommes progresse vers les 78. Et ce qui est curieux au Japon, c'est que l'on constate que bien que le niveau de pollution et de stress soit très élevé, l'espérance de vie y est la plus élevée, tant pour les hommes que pour les femmes. Ceci étant, il ne faut pas en déduire que tous les Japonais vivent très longtemps, mais c'est du moins une tendance récurrente dans cette population. C'est souvent eux qui ont la personne la plus âgée au monde. Oui, il y en avait une qui avait 114 ans, là, mais elle est peut-être décédée récemment. L'une des causes de ce pourcentage élevé de vieilles personnes est le faible taux de natalité au pays et également un taux de mortalité infantile très bas, ce qui prolonge la moyenne de vie. Donc, il serait fou et surtout exagéré d'affirmer que tous les Japonais vivent très vieux. Par contre, il est vrai que il y a 45 ans, le Japon avait à peine 100 centenaires, alors que l'on en compte maintenant plus de 20 000 aujourd'hui, imaginez. C'est un nombre qui, à ce rythme, devrait atteindre la trentaine de mille dans peu d'années d'ici. Tu pourrais remplir un stade de baseball avec des gens. Il y avait des centenaires. Oui, on aurait des spéciaux. Ça serait tout Des spéciaux pour personnes très âgées. Le plus intriguant au Japon est le cas d'Okinawa. En effet, le record de longévité des habitants de cette île est incroyable. Il y a 427 centenaires pour 100 000 habitants, dont 85 % de ces centenaires sont des femmes. Et ce n'est pas dans les maisons de retraite qu'on trouve tous ces gens. Et ça, c'est intéressant. Car en plus d'être centenaires, ces personnes sont actives et en bonne santé pendant 97 % de leur vie. C'est seulement durant leurs dernières années que les maladies graves surviennent et qu'elles sont diminuées. On pourrait penser que cette longévité extraordinaire est liée à un gène spécifiquement japonais et dont nous les Nord-Américains, nous en serions dépourvus, les Occidentaux. Eh bien, non. Puisqu'on peut observer que les Japonais, ayant émigré vers des pays occidentaux et ayant adopté leur mode de vie, développant les mêmes problèmes médicaux que leurs compatriotes d'adoption. C'est-à-dire qu'ils développent les mêmes problèmes. C'est un mode de vie, dans le fond, que les Japonais ont différent de nous. Oui, oui. Alors, cette capacité à rester en bonne santé ne vient donc pas de la génétique, mais bien plus sûrement de la façon de vivre des Japonais. Et en premier plan se trouve l'alimentation. Cette dernière est assez équilibrée, mais surtout peu abondante. Elle compte peu de sucre rapide et de matières grasses. L'apport calorique d'une ration est donc assez faible. Ce qu'on appelle le hara ashibu
est un précepte japonais qui reflète bien la sagesse de ce peuple. Il y a aussi beaucoup de poissons dans leur diète. Je sais pas si ça a un effet. Oui, ça a un effet. Poisson cru aussi, c'est pas mal. En fait, ce qu'on appelle le hara-shibu, ça consiste à rester toujours légèrement sur sa faim et à ne jamais se resservir, c'est-à-dire jamais 2 portions. La communauté scientifique a en effet prouvé que les individus ayant un rapport en calories maîtrisé, ce qui veut dire au fond plutôt faible, vivaient plus longtemps. L'aliment le plus consommé au Japon est le soya, consommé au minimum 2 fois par jour. Il est autant présent dans l'assiette des Japonais que le riz ou le poisson. Et on peut constater que dans des pays comme le Japon, où le soya est un aliment de base, les maladies cardiaques et les différentes formes de cancer totalisent des taux significativement plus faibles. Certes, les Japonais consomment du soya, mais ce dernier est quasiment toujours transformé car à l'état naturel, il est peu digeste et certains de ces éléments peuvent ralentir l'assimilation des protéines. Si nous autres, on mange beaucoup du riz avec du soya, ça nous prévient-tu du cancer? J'imagine, parce que... Le soya, c'est toujours mieux que quelque chose qui est animal, dans le fond. C'est sûr que ça contient mieux pour plus de gras. corps. Oui. Alors, c'est donc le miso, le miso qui est consommé et non des pousses de soya. Le miso est une pâte d'aspect noirâtre obtenue à partir d'un mélange de soya fermenté, de sel marin et d'une enzyme de démarrage de la fermentation appelée le koji, K-O-J-I. Le miso est extrêmement bon pour la santé. Il renferme de nombreuses bactéries favorables à la flore intestinale. Dans l'intestin grêle, ces bactéries digèrent et assimilent nos aliments. Bien que la protéine du soya ne soit pas complète, il n'en demeure pas moins que le miso est un aliment qui possède beaucoup d'acides aminés sous forme libre qu'on trouve dans très peu d'autres aliments. Oui. Moi, ça me fascine de voir les gens qui vivent vieux, mais qui vivent en bonne santé, très vieux, c'est-à-dire non pas à l'état de légumes pendant leurs 15 dernières années. C'est pas que de vivre vieux qui est important, c'est effectivement de vivre quand même heureux. Donc, on s'arrête. Merci Pierre pour ce sujet. On va poursuivre d'ailleurs plus tard à l'émission dans l'Espresso allongé. À l'émission Folie Douce, on parle de la longévité des Japonais. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie Douce, notre invitée est Rose Alexis, thérapeute. Elle nous parle de l'approche humaniste en santé mentale. Aussi, à l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet de la longévité des Japonais. Vous entendrez de plus en chanson « J'ai mal » de Simplicité et « Je chante pour les sourds » de Vulgaire Machin. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie Douce, vous avez des suggestions? Écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
J'accueille maintenant mon invité qui est Rose Alexis. Bonjour, Madame Alexis. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes thérapeute et on va parler, vous avez une expertise en fait en santé mentale et on va parler de l'approche humaine, en fait, humaniste, c'est ça, comment on pourrait l'appeler, approche humaniste ou approche humaine? C'est une approche humaniste. Humaniste. Donc, au niveau de la santé mentale, vous avez vous-même, vous êtes thérapeute, bon, vous avez aussi, vous avez travaillé aussi au niveau de la psychiatrie, mais parlons d'abord de ça. Qu'est-ce qu'on entend par cette approche-là? Comment on peut définir ça? Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est une approche qui est utilisée par la plupart des thérapeutes. Et cette approche-là, c'est une approche qui n'est pas directive. Ça veut dire que c'est le client qui décide qu'est-ce qu'il veut faire de sa thérapie. Ça veut dire que nous, on est là pour accompagner le client à faire des choix et on est là pour appuyer qu'est-ce qu'il veut faire. L'approche humaniste, ça veut dire qu'on accentue la personne sur le présent. Ça veut dire que le client n'est pas attaché juste à son passé, que les événements passés sont passés, mais aujourd'hui, il y a le pouvoir de prendre sa vie en main et faire des choix qui vont l'aider à le projeter vers son avenir. Est-ce qu'on doit, pour arriver à faire ça, il faut avoir quand même une bonne complicité? Ça prend un certain temps, j'imagine, pour avoir une relation où on se fait confiance, où on veut travailler ensemble, dans le fond. Est-ce que c'est long à installer le processus pour mettre les gens en confiance? Mais tout dépendant du client. C'est sûr que l'alliance professionnelle, c'est ça qui est le point tournant de la relation thérapeutique. Ça veut dire, ça dépend pour le client. Si le client est plutôt introverti, un client qui parle peu et qui sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire avec sa thérapie, c'est sûr que l'alliance prend beaucoup de temps à se faire. Par contre, si c'est un client qui a déjà fait une thérapie auparavant, puis il sait de quoi qu'il parle, puis il se connaît très bien, il sait où ce qu'il veut aller avec sa thérapie, mais l'alliance se fait peut-être après 2-3 rencontres, il y a déjà une alliance qui est bien installée avec le client. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé au monde, bon, vous le faites aussi comme travail au niveau en milieu hospitalier, mais de cette façon-là, être thérapeute, c'est quand même pas facile. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux gens puis aux problématiques de santé mentale particulièrement? Mais depuis que je suis toute jeune, je m'occupe des gens. J'ai toujours été attirée à aider celui qui avait besoin d'aide, aider celui qui était le plus faible. Pour moi, les relations humaines, c'est la base de la société. Et j'avais déjà des talents naturels à être proche des gens, puis à être en communion avec les gens qui m'entourent. C'est ça qui m'a amené à travailler dans ce domaine-là. Oui. Et qu'est-ce qui revient souvent comme problématique? Qu'est-ce que vous voyez souvent? Parce que est-ce que vous avez un type de client? Est-ce que vous avez un type de problématique qui reviennent? Mais souvent, la problématique qui revient le plus souvent, c'est des difficultés face à l'intégration à la communauté. Puis souvent, quand on parle d'intégration, mais ça se fait par rapport à l'emploi. Ouais. La plupart des gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils ont de la difficulté à se trouver un emploi. Puis lorsqu'ils s'en trouvent un, mais c'est difficile de le maintenir, l'emploi. De s'adapter au milieu puis d'être accepté des autres, de trouver sa place, finalement. Hein? Exactement, c'est difficile parce qu'ils ont des symptômes, tu sais, ils perçoivent des choses qui sont différentes que qu'est-ce qu'une personne qui a pas une santé mentale. Tu sais, ils entendent des voix, leur perception peut être biaisée. Il y a tout ça. Comment on fonctionne? Parce que c'est certain que vous avez devant vous une personne, un client, une personne qui a des problématiques. Mais c'est l'entourage aussi qu'il faut conscientiser. Comment vous pouvez justement aider la personne? Parce que la personne va toujours se retrouver dans un milieu de travail où il y aura de l'incompréhension ou des préjugés envers cette même personne-là. Donc, c'est comment la personne peut surmonter ça? Bien, il y a plusieurs façons de surmonter ça. C'est sûr, si on est dans un milieu de travail qui est protégé, il y a des employeurs qui acceptent des gens qui ont des difficultés. Dans cette façon-ci, c'est aidant quand l'employeur est au courant que cette personne-là a peut-être une difficulté au niveau de la santé mentale. Ouais. Ça, les cartes sont jouées, puis tout est clair. Et probablement que l'entourage il y a déjà des moyens pour aider la personne à l'intérieur de la compagnie, c'est ça? Exactement. Ouais. Par contre, quand cette personne-là veut travailler dans un milieu compétitif, mais là, tout dépendant du type d'emploi qu'il veut faire, c'est un peu plus
compliqué de l'intégration à l'emploi parce que des fois, la maladie, il y a encore beaucoup de préjugés face à la santé mentale et parfois, lorsqu'on le dit, on le déclare, on met ça au clair, ça peut jouer contre la faveur du client qui veut travailler. Oui. Dans l'approche humaniste, vous disiez tout à l'heure, c'est ça, les gens arrivent un peu avec leurs idées puis ce qu'ils veulent faire, tout ça, mais comment on arrive à canaliser tout ça? Parce que la personne peut dire, moi, je veux faire telle chose, mais c'est peut-être pas pratiquement facilement faisable, en fait, ce que la personne veut faire. Comment on met de l'ordre dans tout ça, puis dans votre approche, justement, comment vous pouvez acheminer avec les personnes? Premièrement, quand on a les clients qui viennent au bureau, qu'est-ce qu'on fait? On fixe des objectifs. On vient pas pour faire une thérapie juste pour en faire une. Il y a des choses qu'on veut atteindre dans cette thérapie-là. Et on se concentre toujours au court terme. Ça veut dire que lorsqu'on a une personne qui se présente devant nous, on regarde dans les 6 prochains mois, qu'est-ce que tu veux atteindre? Si la personne, son but, c'est d'avoir un emploi, ben on trouve des moyens qui vont permettre à cette personne-là de trouver un emploi. Puis ces moyens-là sont concrets. Ouais. On ne dit pas au client quoi faire, mais on lui dit, mais les choix que tu fais doivent t'amener à ça quand même. Donc, c'est un accompagnement, là, tu sais, il y a le côté thérapie, en fait, mais il y a l'accompagnement, il y a la relation d'aide qui est mise en place, là, dans votre travail, là. Ah oui, puis cette relation d'aide, c'est ça notre raison d'être. C'est la relation d'aide. Est-ce que vous avez une équipe aussi avec vous, des gens multidisciplinaires? Parce que le côté, l'intégralité, ça prend quand même, on le dit dans les milieux, souvent, ça prend des gens de avec différentes expertises pour aider la personne parce que les défis sont nombreux, là. Bien sûr, on travaille avec des gens qui sont dans la communauté, on travaille avec les bureaux d'aide sociale, avec les bureaux Emploi Québec, avec les organismes communautaires. C'est vraiment un travail d'équipe. Lorsqu'on reçoit un client, oui, il vient à mon bureau, mais par contre, on les réfère. S'il est pour faire des CV, s'il doit aller au Carrefour Jeunesse Emploi, ben on les réfère à ces endroits-là. S'il y a de la misère à s'alimenter, on les réfère aussi à des banques alimentaires. Ouais. On essaie, tu sais, de répondre à tous les besoins. Ouais. Lorsque les besoins sont répondus, les besoins de base, tu sais, savoir se nourrir, se loger, puis, tu sais, être en sécurité, ouais. Mais c'est facile, tu sais, d'atteindre les autres besoins aussi. Donc, stabiliser la situation, puis ensuite commencer à travailler pour améliorer, en se donnant des objectifs, comme vous dites, c'est la façon la plus simple. Là, c'est simple et compliqué en même temps, mais au moins c'est clair, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on veut l'atteindre, on veut atteindre le but. Au niveau de l'approche humaniste, par rapport aux autres approches, comment on pourrait différencier? D'abord, il y a plusieurs autres approches là, quand on parle de relations d'aide, tout ça, mais ses avantages, ses inconvénients, peut-être surtout ses avantages par rapport aux autres approches, l'approche humaniste, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme information en plus? Comme avantage, je pense que l'avantage, c'est que le client est maître de sa thérapie, c'est ça l'avantage. Ouais. Et l'avantage, il n'y a pas de pression dans cette thérapie-là. On va au rythme du client. Et c'est ça les avantages. On s'adapte vraiment à la personne, alors que d'autres approches vont être beaucoup plus directives puis beaucoup plus contraignantes, c'est ça? Exactement. Ouais. Comment vous voyez le monde de la santé mentale? Bon, vous œuvrez un peu dans le milieu hospitalier au niveau de la psychiatrie. Actuellement, au moment qu'on se parle, comment vous voyez ça, le portrait justement de la situation? Là? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a amélioré la situation depuis les dernières années? Ou C'est beaucoup mieux que c'était, mais par contre, il y a encore beaucoup à faire, surtout au niveau des tabous. C'est encore un sujet qui est tabou dans la société. Ouais. Et souvent, on manque encore beaucoup de ressources pour ces gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et parfois, lorsqu'on a une problématique de santé mentale, on croit que c'est juste ça, l'unique problématique. Mais parfois, il y a d'autres choses qu'il faut régler. C'est pas juste la santé mentale, mais on parlait de l'emploi au niveau de la famille, au niveau des finances. Ouais. La santé mentale touche les autres aspects de la vie aussi. Et ils viennent déprimer, c'est ça, quelqu'un qui a des mauvaises finances, des problèmes d'argent, problèmes de logement, problèmes avec son entourage, ça crée une pression, ça vient ajouter finalement la problématique. Hein? Ça vient ajouter les problèmes de santé mentaux, ouais. Tu sais.
Oui. Et qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer concrètement, disons, dans les prochaines années? Tu sais, qu'on parle de services autant hospitaliers dans le milieu communautaire, dans le milieu professionnel avec les thérapeutes. Comment on pourrait faire en sorte que les gens reçoivent de meilleurs services, que tout ce monde-là se parle peut-être? Je ne sais pas si vous avez des idées. Je pense que c'est donner la chance aux gens qui ont une maladie mentale de s'intégrer, tu sais, de les accepter à faire du bénévolat, être tolérant envers eux, la tolérance. Ouais. Tu sais, quand on les voit, mais tu sais, mettre de l'eau dans son vin quand il y a des choses qui apparaissent avec ces gens-là, Ouais. et tu sais, les accepter comme qu'ils sont. Oui, ça, c'est une grosse, c'est une grande partie de... C'est pas évident, les gens, il faut qu'ils se sentent concernés aussi, il faut que la société se sente concernée. En fait, ils font partie de la société, donc il faut qu'on s'en occupe, mais c'est pas toujours facile à faire passer comme message. C'est pas toujours facile, mais il faut informer que personne n'est à l'abri d'une maladie mentale. C'est vrai. On peut tout un jour faire un burn-out, une dépression, alors ça peut nous toucher un jour. Alors, vaut mieux avoir l'esprit ouvert et accepter ces gens-là comme les gens qui ont des problèmes de maladies physiques, on les accepte. Oui. Il faut le faire aussi avec les gens qui ont une problématique de santé mentale. La même chose. Madame Alexis, j'aimerais ça qu'on puisse mentionner les gens qui voudraient en savoir plus. Vous êtes thérapeute, les gens peuvent vous consulter. C'est des services qui sont payants, évidemment, mais il y a des gens qui peuvent en avoir besoin. Est-ce qu'il y a une façon de s'informer peut-être sur un site web, sur vos services, qu'est-ce que vous faites, puis peut-être rentrer en contact si les gens sont intéressés? Oui, bien sûr. J'ai un site Internet qui est Thérapeute Expert. Au singulier, oui. Au singulier. D'accord. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres à l'émission Folie Douce. Bonne continuité. On parlait donc de l'approche humaniste. C'est une approche intéressante qui semble vraiment porter, qui semble donner des résultats. En tout cas, je pense que vous avez des gens qui en profitent bien. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Ça m'a fait plaisir. Merci à nous aussi. Au revoir. Merci. Bye-bye. Yeah. Simplicité. J'ai mal. Combien de mères de famille sombrées dans le désespoir parce que leur fils une fois n'est pas rentré comme à chaque soir. Combien de pères désolés, combien de familles brisées, combien de mères alarmées, combien de frères qui sont tombés sur un champ de bataille où nul ne sait pourquoi la guerre se tue comme du bétail. Et ils en sont tous fiers. Au fond de mon cœur s'accumulent des gouttes de pleurs quand je vois l'ampleur de la douleur des mères qui pleurent lorsque leur fils meurt. La haine se vole, la fraternité s'envole, des jeunes abandonnent l'école, se perfectionnent dans le vol. On dit que l'union fait la force, mais certains sèment la terreur. La joie se transforme en peur, le bonheur en frayeur. Quel est l'avenir pour nos enfants dans un monde de guerre, un monde rempli de peur, un monde rempli de douleur. Des jeunes pères qui partent, laissent en arrière des jeunes mères, des enfants qui meurent parce que leur mère déchaîne. J'ai mal de voir nos frères, de voir nos mères, de voir nos familles se détériorer à chaque jour, ça fait mal. De voir l'avenir en plus noir, dans un brouillard, nous rapprochant du désespoir. Oui, j'ai mal de voir nos frères, de voir nos mères, de voir nos familles se détériorer à chaque jour, ça fait mal. De voir l'avenir en plus noir, dans un brouillard, nous rapprochant du désespoir. Oui, ça fait mal quand des mères monoparentales ne savent plus à quel sens se vouer, vers qui se tourner, condamnés avec 1, 2, parfois même 3 enfants ne savent plus qui est le père, du moins qui sont les pères. Laissés à la détresse, leur vie devienne une forteresse. Il y a celles qui vont à la messe, priant pour qu'un jour ça cesse. Vers un avenir incertain, personne ne leur tend la main. Guidées par leurs instincts, elles se confient au destin. Ce mal qui ne fait qu'envahir, on dirait ne s'en ira pas, parce qu'au lieu de partir, il s'élargit pas à pas. J'ai mal de voir mes frères qui se livrent à la drogue. J'ai mal de voir des mères désespérées dans la cocaïne. Seigneur, si tu veux m'entendre, dis quelque chose, car je n'arrive pas à comprendre que ce fléau ne prend pas de pause. Demain ça changera, je le crois. Pour l'instant, je croise les doigts, j'en suis confiant. Seigneur, mais pourtant j'ai mal de voir nos frères, de voir nos mères, de voir nos familles se détériorer à chaque jour, ça fait mal. De voir l'avenir en plus noir, dans un brouillard, nous rapprochant du désespoir. Oui, j'ai mal de voir nos frères, de voir nos mères, de voir nos familles se détériorer à chaque jour, ça fait mal. De voir l'avenir en plus noir, dans un brouillard, nous rapprochant du désespoir. J'ai mal de voir nos frères, de voir nos mères, de voir nos familles se détériorer à chaque jour, ça fait mal. De voir l'avenir en plus noir, dans un brouillard, nous rapprochant du désespoir. Oui, j'ai mal de voir nos frères, de voir nos mères, de voir nos familles se détériorer à chaque jour, ça fait mal. De voir l'avenir en plus noir, dans un brouillard, nous rapprochant du désespoir. Yeah. J'ai mal. Dédicace, UFF, l'union fait la force. Dino.
vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. C'est maintenant le temps de l'espresso allongé. Alors, on poursuit sur le thème de la longévité des Japonais. Pierre, Exactement, oui. Pierre Laporte et Ghislain Malo, toujours présents. Oui. Alors, on disait donc dans le premier bloc que les Japonais ont beaucoup de centenaires, entre autres, mais tu veux beaucoup de poursuivre, centenaires, je pense. oui. Sur, Ben, en fait, je parlais tantôt du miso, là, Oui. qui s'écrit M-I-S-O, qui est une pâte d'aspect noirâtre obtenue à partir d'un mélange de soya fermenté, de sel marin et d'un enzyme de démarrage de la fermentation qu'on appelle le koji. Tu disais que c'est un bon aliment qui est consommé. Oui. Ouais. Et les effets qui sont quasi miraculeux de cette mixture japonaise sont étonnants et sont prouvés scientifiquement. Premièrement, ils minimisent l'empoisonnement par le tabac et l'alcool. En effet, l'alcool oxydé produit l'aldéhyde qui provoque les maux de tête et les étourdissements. Le miso décompose cet aldéhyde et l'élimine du courant sanguin. En ce qui concerne le tabac, le miso combiné à de la nicotine génère un composant qui s'évacue beaucoup plus facilement du corps. Intéressant. Les autres points extrêmement positifs du mode de vie japonais sont tout d'abord leur très faible consommation d'alcool et leur quasi-addiction au thé vert. Je voulais juste dire, je pense qu'à Montréal, il y a quelques restaurants japonais qui ont spécialité, c'est la cuisine avec du miso, je pense. Ah oui, c'est possible, ouais. Moi, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais Non. que peut-être que j'aurais intérêt à Il n'y en a découvrir. pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, je pense, qui sont vraiment spécialisés Ouais. dans cette... Mais le thé vert, comme tu dis, c'est de plus en plus à la mode ici aussi, le thé vert. Là. Oui, on ben, en parle plus. Hein. Oui, ben, on nous dit dans l'article que c'est désormais loin d'être un mythe, toutes les vertus qu'on attribue au thé vert. Et ces vertus sont reconnues mondialement par le corps médical moderne, puisqu'il est riche en antioxydants, en polyphérols, en alcaloïdes, etc. Il réduit les risques de cancer en agissant directement contre les agents cancérigènes et en empêchant la prolifération des cellules cancéreuses. Ce qui joue également dans la longévité des habitants de l'île d'Okinawa est leur activité physique. Ça aussi, c'est important. En effet, la plupart des habitants d'Okinawa gardent une activité physique durant toute leur vie, mais ils continuent également tout au long de leur vie à stimuler leur activité cérébrale. Ils sont curieux de tout et ont des passions qui stimulent et entretiennent leur attention, leur capacité à réfléchir, leur mémoire, etc., ce qui leur permet de conserver un rôle social et le respect de ceux qui les entourent. Mm-hmm. La longévité du peuple nippon est due à la sagesse et l'extrême maîtrise de soi dont sont pourvus les Japonais. Le hara Hashibu, dont je vous parlais tantôt, en est l'illustration parfaite. Nous n'avons plus qu'à suivre leur exemple et s'abonner au tofu quotidien, de remplacer le café par des litres de thé vert et d'oublier de se resservir une deuxième fois. Ils disent juste le thé vert. Moi, j'ai une préférence pour celui au jasmin que le vert. Je sais pas Mais si le thé vert, il y a des vertus qu'on parle de plus en plus. Moi, parce que moi, j'ai une préférence, c'est moins bon si je prends du jasmin que du vert. Oui, c'est moins. C'est le thé vert. Je pense qu'il y a des vertus, comme tu dis, Pierre, aussi. Alors, c'est toutes ces choses-là qu'on nous a en résumé, qu'on devrait observer, qu'on devrait respecter si on veut devenir centenaire, autant que bien des Japonais. Ouais. Mais on remarque aussi, même ici, dans le fond, l'espérance de vie a beaucoup augmenté parce que quand on était plus jeune, l'espérance de vie a quand même fait un grand bond. Oui, mais en fait, les Japonais dépassent les autres pays, mais de très peu, finalement, aujourd'hui. Oui. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de centenaires. Il y a plus de centenaires en forme aussi. Oui. C'est ça. Il faut se dire, ce qui aide l'espérance de vie, c'est la qualité des soins médicaux. Oui, c'est vrai. La qualité économique de certains pays. Quand tu vis dans un pays plus riche et développé. Qualité de l'air aussi. Il y a des pays, tu sais, quand on parle de pollution atmosphérique. Et pourtant, on nous dit qu'au Japon, il y a autant de pollution que dans les autres pays industrialisés. C'est un petit endroit, c'est très condensé. Mais une chose qu'on faisait pas jusqu'à récemment ici, puis qu'eux font depuis longtemps, l'exercice physique. Oui. Même pour les personnes âgées. Puis ça, c'est de plus en plus mis de l'avant, mais ça aussi, ça a une grosse oui, c'est une tradition chez ces gens-là. Quoique ceux qui sont les plus adeptes de l'exercice physique, c'est les Scandinaves. Eux sont très, très ancrés de le faire. Le système d'éducation, je pense, puis privilégie beaucoup ça, ce que nous, on ne fait pas. Là. Mais ce qu'on retient aussi, c'est la nourriture. Ils sont beaucoup plus disciplinés de ce côté de la nourriture.
on évite de s'empiffrer, mais je peux pas m'empêcher de penser aux lutteurs sumo, là, tu sais, les gros lutteurs japonais. Eux, ils compensent pour le reste de la parce qu'il population. faut que tu pèses 300 livres et plus si t'es un lutteur sumo. Oui, fait que c'est le poids limite, ça, le plus oui. bas. Ah, il faut peser ça. Oui, il faut. Tu peux pas être en dessous de 300. Ça, je savais pas. As-tu lu des informations, je te dis ça comme ça, à brûle pour point, mais au niveau de l'état mental ou de l'attitude face à la vie des Japonais? Parce que aussi, le côté, comment on voit la vie, comment on perçoit les difficultés de la vie, ça aussi, ça a un incident. On nous dit dans l'article aussi, on passe rapidement là-dessus, mais on parle de leur sagesse. Oui. Leur sagesse par rapport à ce qu'on se rend dans le corps, en ce qui concerne la nourriture. Mais autant sur les pensées, c'est un peu un tout, dans le fond, d'avoir un bon exercice, d'avoir s'alimenter bien, puis on en a parlé souvent, les facteurs intéressants pour une bonne santé à la fois physique et mentale, mais les Japonais doivent avoir pu développer ce serait le sujet d'un autre bloc Espresso, je me dis. Ben, merci beaucoup, c'est un beau sujet. Donc, la longévité des Japonais, on va poursuivre en musique. Merci, Ghislain. Merci. Et on poursuit en musique, donc, à l'émission avec les vulgaires machins. Demeurez des nôtres. Les nerfs abîmés, j'ai un peu trop martelé dans le vide. Malmené par le doute et les cordes vocales en ruine. C'est seulement tout ce qu'on prêche, on le mettait en pratique. Ma dernière abstraction dévie toute seule dans l'abîme. Quand je n'ai que l'apathie et la promesse d'en pleurer, je suis mon unique ennemi. Est-ce que c'est moi le cave à pas prendre les gens pour des caves, à cerner les marques de la tristesse sur nos visages? Combien nous sommes complètement inondés d'amertume, usés par la paresse et le peu de temps qu'il nous reste. Moi je n'ai que la colère et la promesse d'en pleurer. Je suis mon virus et mon cancer. De preuves de cette justice entravée. La nature se déchaîne et je reste immobile, submergé. J'aimerais pouvoir brandir la paix, mais la haine est mon régime. La lumière qui s'éteint devant l'amour qui nous fait signe. Moi je n'ai que la moquerie et la promesse d'en pleurer. Je suis ma propre satire et je chante pour les sourds. Que vous soyez à la maison ou en voiture, à cheval ou à bicyclette, à l'horizontale ou à la verticale, vous écoutez Folie douce.
Quelques secondes pour terminer l'émission de Folie douce en compagnie de Ghislain Malo, alors et Pierre Laporte aussi, Oui, pour le bien choix sûr. musical, votre choix, qu'on a écouté au courant de l'émission. Nos chansons sont très importantes. Toujours excellent parce que c'est le nôtre. Oui, on a des bons commentaires d'ailleurs à l'occasion. Les gens Ça aiment bien fait toujours plaisir. le mix entre les deux. Alors, on écoutait en début d'émission, en fait, Monsieur Taximan. De Sébastien Lacombe. Oui, on écoutait aussi dans la première demi-heure Sois grâce, c'était toi. C'est Oui. pas à toi que je parle. Disons, on est à la radio et pas à la télé. On peut pas me voir. C'est du groupe de Milou. J'ai aucune idée c'est qui. Là. On écoutait dans la deuxième demi Gémal. C'est du groupe Simplicité. Oui, et on écoutait à l'instant, donc Je chante pour les sourds. Des vulgaires machins. Et voilà, c'était votre show musical. Merci beaucoup à vous deux. C'est bon, merci. Je tiens à remercier notre invité, notre collaborateur, en fait, en début de première demi, qui est Mike Santoro, qui nous a parlé de, en fait, comment c'est important d'accepter sa maladie. Oui. Comment c'est important pour avancer et être mieux, justement, avoir une meilleure santé mentale. Alors, c'était intéressant de l'entendre, Mike. On aura l'occasion de le réécouter à d'autres reprises dans l'émission. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, il était question de la longévité des Japonais, un bloc que tu nous as emmené, Pierre. Merci pour tes trouvailles à ce niveau-là. Et je remercie notre invité aussi en deuxième demi, Rose Alexis, qui nous a parlé de l'approche humaniste en santé mentale. Donc, tout ce monde-là à l'émission. Merci beaucoup, Pierre, pour la mise en onde. Merci à toi. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Merci, Ghislain, aussi pour ta collaboration. Alors, à la prochaine Folie douce. Au revoir.